je commence pour vous remercier parce que vous avez accepté de me parler, vous m'avez fait confiance, vous m'avez ouvert le cœur, et c'est parce que vous en avez parlé, parce que vous m'avez expliqué ce que je pouvais faire, mon travail de décortiquer, y arriver à écrire les rapports que j'ai écrits. Donc, sans vous, ces projets ne seraient jamais possibles. Il y a aussi Stéphane Meloche, qui était le président délégué du syndicat à l'époque. C'est lui aussi qui m'a contacté et qui m'a donné les mandats de le faire. Et qui ne m'a pas imposé des... Parce que, on va voir, je ne suis pas très politique, je ne suis pas non plus très diplomatique, et j'ai dit ce que je pense. Et je pense que ça, c'est la chose la plus chère que j'ai dans mon travail, c'est de dire toujours les choses que je pense. Donc, lui, il a vraiment me mandaté sans me donner de contraintes. Donc, il m'a vraiment donné la liberté de rencontrer les gens et faire. Il a dit, bon, vous devez, ce que M. Suarez veut, vous devez lire. C'est comme ça que j'ai réussi à... Il y a eu des changements en cours de route de la présidence du syndicat. Là, c'est une autre histoire. On va se parler. Et c'est peut-être juste parce qu'il y avait 7 présidences de syndicats qui ont tardé à se rencontrer et que je puisse vous parler comme je suis en train de faire aujourd'hui. Okay? Donc, je vais vous commencer pour donner 3 citations qui, à partir de ce que je vous ai écouté, vont guider ma façon de penser, OK, pour écrire les rapports. La première, c'est d'un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault, et il écrit à un moment donné que ce sont là des faits d'une extrême banalité, que tout le monde connaît, mais ce n'est pas parce qu'ils sont banals qu'ils n'existent pas. L'autre, c'est aussi sont 2 auteurs qui ont écrit un texte, une lettre à son patron blanc. Et là, dans cette lettre, ils vont dire « La race est toujours à nos côtés. Je ne pense qu'il se passe un jour sans qu'on me rappelle que je suis noir. » Et finalement, la troisième, Angela Davis, bonjour, elle va dire « Dans une société raciste, il ne suffit pas d'être non raciste. Nous devenons être antiracistes. » Donc, c'est à partir de ces 3 points que je veux vous voir et je vais vous expliquer comment j'ai fait les choses. Donc, il y a quelques concepts que j'ai besoin de vous expliquer. Vous connaissez ça, OK? Donc, je vais vous dire, quand on étudie le travail, il faut faire une distinction très importante entre ce qui est prescrit et la réalité. Par exemple, tout ce qui est écrit dans votre description des tâches, OK, et tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, il y a 2 mondes très différents. Tout ce qui est écrit dans la convention collective, là, et tout ce qui se passe dans la vraie vie, il y a aussi un grand décalage. Voilà. Le travail prescrit, il est toujours... Les gens peuvent essayer de tout décortiquer, mais c'est les lois, okay, les politiques qui existent dans l'organisation, mais dans la vraie vie, ça ne colle jamais avec la réalité. Donc, il faut essayer de voir de plus près. Je ne serai jamais capable, personne n'est capable de voir vraiment le travail réel, mais on est capable de s'approcher quand même. Okay? Et à partir de ce que vous m'avez dit, j'ai essayé de démontrer comment le racisme, au moins à Montréal-Nord, avec l'École bleue, se glisse entre ce qui est prescrit et ce qui est réel. Parce que personne ne va oser à écrire dans les prescrits, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous devez stigmatiser, vous devez créer des séparations, ça, ce n'est pas possible. Okay? Donc, un autre concept important, c'est le concept de ce qui est racisme. Ça,
on utilise les mots dans notre vie quotidienne. Parfois, les gens ont une mauvaise compréhension. Okay? Ça donne beaucoup de malentendus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment un consensus du point de vue de la théorie de ce qui est le racisme. Comment on peut définir d'une manière que tout le monde accepte. Okay? Donc, il y a dans ces livres de Ijeoma Olu qui est très, très, très intéressant. Malheureusement, il était traduit en portugais et en anglais, mais je n'ai pas de connaissances en français. Donc, elle va dire qu'il n'y a pas un consensus véritable sur la définition, mais le fait de ne pas avoir cette définition, c'est déjà très révélateur de tous les problèmes que nous rencontrons dans nos sociétés par rapport au racisme. Okay? Donc, il y a une définition qui a été faite, bonjour, dans un livre très intéressant, c'est « Le racisme expliqué à ma fille », c'est un bijou. Il va dire, le racisme, c'est un comportement assez répandu, comment, dans toutes les sociétés, devenu, hélas, banal dans certains pays, parce qu'il arrive qu'on ne se rende même pas compte. Okay? Donc, il consiste à se méfier et à mépriser des personnes ayant des caractéristiques physiques, culturelles différentes de les nôtres. Okay? Un autre philosophe français, grec, mais en France, dans un texte sur la réflexion sur c'est quoi le racisme, lui va dire le racisme est comme un rejeton particulièrement aigu, exacerbé. Et il dit, je serais même tenté de dire, une spécification monstrueuse d'un trait empiriquement presque universel. Donc, ça existe dans toutes les sociétés humaines. Il s'agit de l'apparente incapacité que nous avons de constituer ce que nous sommes, nous-mêmes, okay, sans exclure l'autre. Et cette apparente incapacité de se constituer comme soi-même, sans exclure l'autre, et l'incapacité d'exclure l'autre sans le dévaloriser. Donc, c'est non seulement qu'on n'est pas capable pour être ce qu'on est, on va exclure l'autre, mais non seulement on va exclure, mais on va le dévaloriser et finalement, on va haïr l'autre. Et ça, c'est un gros problème parce que nous, on est capable d'être nous-mêmes dans les relations que nous avons établies avec les autres. Notre identité, ce que je suis, est construit tous les jours dans mes rapports que j'ai avec l'autre. Donc, quand je suis en train d'exclure l'autre parce qu'il est différent et que, d'une certaine manière, je veux essayer de mépriser, de disqualifier, bon, ça pose un gros problème parce que c'est là que le racisme prend sa couleur. Okay? Donc, il y a 3 dimensions qu'on doit regarder dans le racisme. La première, c'est catégoriser les personnes. Non seulement on va catégoriser les gens, mais on va les hiérarchiser et on va essentialiser. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi ces 3 questions-là. Quand on catégorise les gens, généralement, on va les séparer, on va les ségréguer. Okay? Et d'une certaine manière, cette catégorisation, elle va dire il y a des choses qui sont faites pour les hommes, d'autres pour les femmes. Il y a des choses qui sont faites pour les Noirs, pour les Blancs. Okay? On est en train de séparer les gens. Donc, cette ségrégation raciale, c'est un processus et un résultat qui place les gens dans certains espaces qui seront réservés. Donc, si vous allez rentrer dans l'organisation, ce n'est pas pour être les directions. Okay? Parce qu'il y a une catégorisation. Ça, ce n'est pas
Ça, c'est un poste ou un job pour quelqu'un qui est blanc ou d'autres qui est pour noir ou pour femme, homme. Vous comprenez? Il y a cette division du travail, ce qu'on appelle une division raciale du travail, une division sexuelle du travail. Donc, c'est comme ça que, par exemple, quand vous allez dans une garderie, est-ce que vous trouvez des hommes qui travaillent dans les garderies ou c'est plutôt les femmes? C'est la même chose. Quand vous allez dans certains emplois, vous voyez parfois juste des noirs ou parfois juste des blancs. Ce n'est pas au hasard. Cette place-là est faite dans cette catégorisation. Okay? Donc, il y a des règles, il y a des logiques qui vont être mises en place pour que ça se produise de cette manière-là. Donc, mais non seulement on sépare les gens, on va hiérarchiser. Okay? Donc, on va considérer notre groupe, nous, okay? Qui dans un nom plus académique, on va appeler ça un endogroupe. Endogroupe, c'est-à-dire notre groupe qui nous ressemble. Okay? Et à partir de ces groupes-là, on va créer des normes et on va porter des jugements et on va hiérarchiser les gens. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne connaît pas une réalité. Nous avons porté un jugement pour réduire la complexité de cette réalité. Okay? Donc, les gens vont porter un jugement sans en avoir connaissance de ce qu'est l'autre, comment l'autre fonctionne, et ce qui va produire, c'est qu'il va avoir des préjugés, ça va avoir des stéréotypes ou des ethnocentrismes. L'ethnocentrisme, c'est la tendance que nous avons à penser que notre façon de faire dans notre culture est la seule qui est valable. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu manges comme ça. Et je peux vous donner un exemple. Okay? Au Brésil, on apprend depuis qu'on est petit à ne pas toucher la nourriture avec la main. Et nos parents ne touchent pas la nourriture, c'est pas bon, c'est pas propre. On apprend. Donc, tout ce qui vient dans notre assiette, on doit apprendre à manger avec un couteau et une fourchette. Donc, quand mes étudiants brésiliens viennent ici, la première chose que je dois les avertir, c'est qu'ici, les gens mangent avec les mains. Okay? Quand ils vont prendre un sandwich, ils prennent le sandwich et mangent. Au Brésil, ça, les gens voient ça là, comme manque vraiment d'éducation des bases, parce qu'on apprend quand on est petit de ne pas le faire. Donc, ici, c'est correct, tu prends le sandwich, tu manges comme ça, c'est bon. Au Brésil, non. Même chez McDo, au Brésil, les sandwichs viennent enveloppés dans un papier que tu vas faire comme ça et tu vas manger sans les toucher. Okay? C'est culturel. Okay? Et les gens, c'est beaucoup plus facile de porter le jugement de « ah, c'est sauvage », que d'essayer de comprendre pourquoi on agit comme ça, pourquoi dans telle culture c'est comme ça ou ça fonctionne, et qu'il y a autant de façons de manger qu'il y a des cultures différentes dans le monde. Bon, donc ça, on va hiérarchiser. Et en plus, on voit les groupes comme quelque chose d'homogène. Okay? Donc, par exemple, si on va parler les Noirs, les Noirs sont les Noirs. Donc, il n'y a pas de distinction entre les Haïtiens, les gens qui viennent du Congo, qui viennent d'Angola, de différents pays. C'est tout à fait... Pour les gens, ils vont dire, ben, c'est tout pareil. Ce n'est pas tous pareil. C'est la même chose. Hein? Un Québécois et un Français, ce n'est pas pareil. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Ça ne va pas rentrer en interaction de la même manière. Ils sont blancs, ils sont bien, ils parlent français, mais l'interaction n'est pas du tout la même. Donc, c'est comme ça dans tous les groupes. Okay? Donc, mais dans les racismes, on hiérarchise. Et ce qui est différent, c'est sauvage. Ça vaut moins. Okay? Donc. Et finalement, il y a l'essentialisation. C'est-à-dire qu'on réduit l'individu et on va le garder
dans une définition très simpliste, okay, et figée. Donc, par nature, les gens sont comme ça. Okay? Je vais vous donner un exemple beaucoup plus facile avec les femmes. Par exemple, les femmes, par nature, sont extrêmement maternelles, donc vont prendre soin, sont empathiques, sont capables d'exprimer ses émotions. Ah, les hommes, non. Les hommes doivent être durs, forts. C'est la nature même, vous voyez? Donc, c'est ça l'essentialisme. Et il y a aussi pour les Noirs. Okay? Les Noirs, bon, sont forts, sont faits pour faire. Donc, on doit les donner, par exemple, tous les travaux qui sont physiquement très exigeants, parce qu'ils sont faits forts, là. OK? Donc, ils sont capables d'endurer. Donc, c'est cet essentialisme qu'on va réduire les gens à traits de personnalité ou, on va dire, sont moins intelligents qu'un autre. Okay? Et même si la science a déjà démontré 1 million de fois que c'est faux, l'idée persiste, perdure. Dans les années 60, on avait par exemple des gens qui ont essayé d'expliquer la ségrégation raciale aux États-Unis, okay? Des psychologues. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tests des quotients intellectuels pour démontrer que dans leurs résultats, on voyait que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs. Et ça justifiait bien, tu comprends? On ne peut pas donner les mêmes types d'emplois parce que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. On a vu ça avec les femmes. Simone de Beauvoir, dans les 12e sexes, dans son livre, elle va tout décortiquer, déconstruire la question qui disait que les cerveaux de la femme étaient plus petits que des hommes. Donc, les femmes étaient moins intelligentes que les hommes. C'est ces essentialismes-là qui vont être très présents. La question, c'est qu'il y a un psychologue noir qui dit, bien, on n'est pas moins intelligent, mais si on regarde les tests, la manière dont il est écrit, les jeunes noirs, ce n'est pas les mots qui appartiennent à leur univers. Donc, ils ne savent pas, là. Donc, ils sont en train de répondre à un test sans nécessairement comprendre exactement les mots. Il a bâti un autre texte axé sur la culture des jeunes noirs. Ah, et là, on a vu, les jeunes noirs étaient beaucoup plus intelligents que les blancs. Donc, et ça, c'était démontré, okay? Mais ça existe et ça perdure, cette idée et ces essentialismes qui sont construits. Okay? Donc, dans la construction d'un racisme, il y a d'abord cette catégorisation des individus dans les groupes nous, eux. Okay? Ensuite, on hiérarchise par rapport à notre groupe. Et bien sûr, si je vais vous hiérarchiser par rapport à mon groupe, je veux dire que vous êtes moins bon que mon groupe, là. Et vice-versa. C'est les groupes, les endogroupes vont toujours être, les nous vont être toujours meilleurs que les autres. Et finalement, on va le réduire à une essence. Okay? Donc, les racismes, et ça, c'est un monsieur extrêmement intéressant qui s'appelle Achille Mbembe, et c'est un philosophe noir. Okay? Les racismes consistent à faire de toute tragédie un accident. Donc, c'est comme si, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Dans la réalité, il veut dire, oh, ben, il y a du racisme. Ah non, non, mais non, c'est juste ces cas-là, OK? Non, non, c'est pas vrai que ça existe comme ça. C'est un accident, la personne a dit ça sans vouloir. Donc, on essaie toujours, OK, de ce qui est vraiment une tragédie, comme ça va vraiment... Non, 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 on a réglé les cas parce que c'était juste une histoire. Donc, je pense qu'il faut comprendre que la manière dont on va définir le racisme, c'est déterminant
pour les moyens de les prévenir. Donc, si on veut prévenir, on doit les bien définir. Et il faut comprendre que, comme je vais paraphraser Simone de Beauvoir, on n'est pas raciste, on les devient. Donc, il y a une société, il y a une éducation qui va faire les gens avoir des comportements racistes. Donc, il faut comprendre les contextes dont on a. Un contexte de société, un contexte du marché du travail, un contexte dans l'organisation. Moi, je me suis penché plus dans l'organisation Montréal-Nord, Col Bleu, OK? Malgré les faits que j'ai déjà dit, qu'il y a d'autres personnes qui sont venues me voir, d'autres travailleurs. Il y a des cols blancs qui sont venus me voir. Mais c'est vous qui êtes en train de faire les rapports du racisme. Moi, je suis col blanc, mais je vis aussi du racisme. Il y en a dans d'autres arrondissements de la ville. Ce n'est pas juste à Montréal-Nord. Parce que j'ai rencontré d'autres cols bleus dans la ville de Montréal, dans d'autres arrondissements, Outremont, à Saint-Léonard, où il y en avait aussi et qui me racontent des histoires. Donc, c'est plus généralisé, élargi, ce que vous pouvez imaginer. OK? Donc, il faut voir les contextes qui vont tolérer ou qui vont, d'une certaine manière, catalyser ces genres de comportements. Okay? Donc, il y a une psychologue fantastique et elle va dire, vous n'êtes pas né raciste, vous êtes né dans une société raciste. Et comme tout le reste, si le racisme, on apprend, il faut aussi désapprendre. Donc, comment on va faire les gens désapprendre ce comportement raciste? Donc, ces contextes racistes, OK, il est très important, que ce soit pour la société, pour l'organisation, parce que les passages du préjugé, du stéréotype à la discrimination, elle exige qu'il y ait des conditions pour que ça se produise. Si l'organisation a dit, ici, il n'y a pas ce genre de comportement, et on va discipliner, et on va mettre les gens dehors, vous allez en avoir des mesures disciplinaires, vous devez la faire, ça s'arrête. Je ne dis pas que les gens vont devenir moins, qu'ils ne seront pas racistes, mais c'est comme si l'organisation te met une chemise de force en disant, ici, dans cette organisation, vous ne pouvez pas se comporter comme ça. Dans votre vie privée à l'extérieur, c'est ton problème. Tu vas avoir des problèmes, mais ici, on n'accepte pas ce genre de comportement. Mais, donc, les problèmes, c'est que les gens ferment les yeux. Ils vont tolérer. Ils vont faire des aveuglements. Et j'ai vu ça à l'outrance, dans les cas à Montréal-Nord. Donc, pourquoi que j'ai dit des nuances du racisme? Parce que les racismes, ils se transforment dans l'histoire. Okay? Donc, avant les années 60, le racisme était très ouvert, était direct. Donc, il y avait une ségrégation. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette toilette parce que ça, c'est une toilette des Blancs. Vous devez aller dans une autre toilette, c'est une toilette des Noirs. Il y avait une grande différence. Okay? C'est très intéressant aussi, ici au Canada et au Québec, parce que les gens ont, à ce moment-là, une espèce de « Ah, mais ici, là, ça n'est pas comme ça. Oh, on n'a pas eu d'esclavage, on n'a pas eu de discrimination. » C'est pas vrai. L'histoire montre le contraire. Okay? Et je vais vous dire, parce qu'il y a comme une mythe où le Canada, il n'y a pas de racisme. C'est peut-être pas le racisme tel quel on voit dans les États-Unis, mais ça existe. Et donc, il y a eu un passage historique où, dans l'Université Concordia, qui ne s'appelait à l'époque Concordia, il y avait un groupe d'étudiants noirs qui protestaient contre la discrimination. Imagine, déjà dans les années 60,
60, oui, c'est des années 60. Donc, la police rentre d'une manière très brutale et ça prend du feu. Okay? Et là, quand l'université est en train de brûler, vous êtes juste en train de méconnaître l'histoire ici au Québec et au Canada. Donc, il y a toujours ces minorités reléguées aux des professions qui sont au plus bas de l'échelle, des travaux subalternes, associés à l'entretien ménager, à la propriété, à des tâches qui exigent des efforts physiques. Okay? On avait cette idée-là dans les années 60. À partir des années 60, on va connaître un grand mouvement dans l'histoire pour la lutte des droits de la personne. Okay? Donc, il va y avoir les Noirs, les femmes, qui vont rentrer pour avoir un plus grand respect de la dignité. Et c'est à ce moment-là que, par exemple, va apparaître en 1977 la Charte des droits de la personne, la Charte canadienne des droits de liberté. Au Québec, en 1976, va avoir la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui va avoir sa charte aussi, qui a un grand pouvoir, qui va rentrer. Donc, à partir de ce moment-là, okay, les gens pensent que le problème est réglé. Et quand on parle qu'il y a un problème de racisme ou de sexisme, de harcèlement sexuel, ah, mais il y a la charte de droit à la personne, ça ne se peut pas. Okay? Non, non. La loi, c'est les prescrit. Dans la vraie vie, les gens vivent encore. OK? Donc, et là, on va vivre un certain changement dans la dynamique de ce racisme et on va observer, par exemple, que les grands nombres des incivilités sélectives, c'est-à-dire, on va être plus bête avec les gens noirs qu'avec les Blancs. On va être plus bête avec les immigrants qu'avec les Blancs, okay? Les Autochtones, les gens sur place. Donc, on va voir qu'il y a un traitement. On a vu, c'est par exemple dans le cas de la madame, je ne suis jamais capable de son nom, mais la madame autochtone qui est en Joliette, exactement, voilà. Et elle a été... Pourquoi? Mais c'est parce que, elle ne sent même pas de douleur, tu comprends? Et il y a des recherches, c'est troublant, parce qu'il va y avoir des gens qui vont dire, ben, ils vont donner moins d'anesthésie parce qu'ils sont forts. Donc, on donne moins d'anesthésie. Donc, quand on voit l'autre de cette manière, on est en train de déshumaniser la personne, l'être humain. C'est là un grand problème que nous avons à partir de ce... Donc, dans une troisième étape, de 2016 à aujourd'hui, on va avoir un autre changement aussi très intéressant où le racisme devient beaucoup plus indirect et crié même dans les règles. Okay? Donc, ça rentre dans la manière qu'on va créer les règles. Et ce qu'on appelle un racisme systémique. Quand on applique la règle, les résultats, c'est un traitement défavorisé pour un groupe qui est un autre. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, c'est juste systémique, là, okay? Mais malheureusement, non. Donc, on va arriver que après, par exemple, après 2016, là, dans cette étape, dans les organisations, on parle beaucoup de diversité, de la main-d'œuvre. Il va y avoir des lois qui vont vous dire qu'il faut avoir tant de minorités visibles. Non, c'est bien. Mais ce qu'on remarque, on appelle ça une inclusion excluante. C'est-à-dire, oui, OK, les femmes, les Noirs, sont plus présents aujourd'hui dans les organisations. Mais où?
sont-ils dans l'organisation? C'est comme si les planchers avec des cols, que les gens restent là, et pour monter, c'est beaucoup plus difficile. Okay? Donc, pour les femmes, pour les immigrants, pour les Noirs, on dit que c'est comme un plafond de verre, quelque chose qu'on frappe là et qu'on n'est pas capable de monter. Ici, on regarde, on constate facilement, par exemple, les conseils d'administration des grandes entreprises, combien de PDG, combien de gens qui sont plus haut dans la hiérarchie? Est-ce que ce sont des hommes, c'est des femmes? Est-ce qu'il y a des Noirs? C'est tous des hommes blancs, majoritairement. Et on ne doit pas se tromper parce qu'on peut parler, par exemple, « Ah, mais il y a telle personne. » Mais un cas, ça peut juste être celui qui va être l'exemple pour dire « Non, ici, on n'a pas de racisme. Regarde, là, il y en a. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une proportion des personnes diversifiées dans l'organisation qui font partie aussi des gens. Donc, dans le racisme systémique, malgré que M. Legault insiste à dire que ça n'existe pas, il ne comprend absolument pas c'est quoi. Il confond son niveau de français peut-être manquant dans cette... parce qu'il pense que c'est systématique. Non, le racisme n'est pas systématique, c'est-à-dire ce n'est pas chacun Québécois qui vont être racistes. Ce n'est pas ça. C'est systémique. Donc, c'est qu'on n'est pas capable, on perçoit les discriminations qui ne seront pas imputées à un individu, mais c'est créé dans les fonctionnements, c'est les résultats du fonctionnement et de l'application des règles qui existent, qui sont apparemment neutres. Et je vais vous donner des exemples concrets de ce que j'ai repéré dans votre cas, OK? Qui vont d'une certaine manière défavoriser un groupe. Okay? Donc, c'est beaucoup plus difficile de démontrer cela parce que c'est invisible, c'est dans les règles. Non, on a appliqué les règles, mais regarde là, c'est pas du tout. Donc, c'est la discrimination, elle va s'enraciner et engendrer des inégalités. Je vais vous donner des exemples. Donc, au Québec, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, elle définit le racisme systémique comme étant la somme des faits d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué des attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et je vais vous dire, personnellement, ça peut être inconscient, mais c'est parfois très conscient. Okay? Donc, ce n'est pas juste inconscient. Okay? Donc, et que sont généralement adoptés sans tenir compte des caractéristiques des membres d'un groupe visé par l'interdiction de la discrimination. Donc, c'est très difficile à dire, bon, il y a une discrimination. On va dire, non, la règle, là, c'est pour tout le monde. Okay? Donc, ça peut être involontaire, mais beaucoup de fois, c'est très volontaire. Et dans ces deux cas, les conséquences sont néfastes pour les individus, pour l'organisation, pour la société. Donc, tout le monde est perdant dans cette histoire, dont mon désarroi de voir que l'organisation ne fait rien, ou très peu, ou très lentement. OK? Donc, c'est là, parce qu'elle perd aussi beaucoup. OK? Et je vais vous donner des exemples. Donc, j'ai rencontré 39 cols bleus de l'arrondissement. C'est 58 heures d'entrevue que j'ai fait avec vous, donc je vous ai écouté. Il y a eu aussi 11 entrevues avec les gestions, les contremaîtres, les gestionnaires, la direction, que j'ai fait avec ma collègue qui a fait l'enquête pour l'employeur. Okay? Comme l'employeur tardait de trouver la personne, moi, j'ai dit, moi, je ne veux pas attendre. Moi, je vais commencer à faire, je commençais à vous rencontrer. OK? Donc, au moment donné, quand ils sont arrivés, je pense en décembre
la fin de l'année qu'ils ont trouvé quelqu'un pour faire, moi, j'en avais presque fini, là. Mais c'est avec elle que j'ai rencontré. C'était bien, parce qu'elle a aussi écrit son rapport. On n'est pas du tout en désaccord. On n'a pas travaillé ensemble, on a travaillé séparément. Donc, on constate les mêmes phénomènes. Donc, moi, finalement, à la fin, j'ai fait 67 heures d'entrevue avec vous, OK, pour arriver à mes conclusions. Donc, je veux passer rapidement pour ça, parce que ça, je pense que c'est... mais on va voir que, bon, Montréal-Nord, c'est très diversifié. Il y a 67 de la population qui est issue de l'immigration. Si on prend l'école bleue, 153 membres actifs. Parmi ces 153, il y a 37 qui sont minorités visibles. Donc, ça ne va pas avec les mêmes proportions de l'arrondissement. Okay? Parmi les membres actifs, nous avons 63 qui sont titulaires et 36 qui sont auxiliaires. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer que les auxiliaires, c'est beaucoup plus précaire, que parfois vous êtes mis à pied pendant certains moments de l'année parce qu'il n'y a pas assez de travail, donc la personne est au chômage. Donc, vous comprenez que titulaire, c'est plus sécuritaire, c'est plus... il y a plus d'insécurité pour les auxiliaires. Or, parmi les titulaires, OK, 76, presque 77 ne font pas partie des minorités visibles. Nous avons 23 des minorités visibles parmi les titulaires. Mais quand on regarde les auxiliaires, l'inversion de cette statistique, nous avons 62 qui sont des minorités visibles et juste 38 qui sont des cols bleus, blancs, qui ne font pas partie de cette minorité visible. Donc, c'est-à-dire que des personnes issues de minorités visibles sont beaucoup plus précaires que si on constate les blancs. Donc, lorsqu'on analyse cette distribution, et ça, j'ai fait cette analyse-là parce que je voulais démontrer qu'il y a un effet qui est systémique. J'applique les choses, je vais en avoir à la fin, je constate que les gens sont placés dans certaines places. Donc, OK? Catégorisation. Donc, si je pense, là, je vais vous parler chacun à sa place, on va voir. Donc, 47 des cols bleus issus des minorités visibles sont concentrés dans deux fonctions. Ils sont préposés aux travaux et à la propriété, préposés aux travaux généraux, comprenant aussi la collecte des déchets. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, presque 50 vont travailler dans le nettoyage ou des travaux qui sont plus physiquement exigeants. Okay? Donc, c'est une constatation, c'est statistique. Okay? Parce que dans une enquête, dans les rapports, je ne pouvais pas travailler avec la subjectivité que vous en avez, qui pour moi, c'est aussi très important. Okay? C'est très, très important. Mais je devrais, d'une certaine manière, être très, très, très carré dans la chose. Donc, pour dire objectivement, nous avons ça. Okay? Donc, les contrôleurs généraux nous ont fourni aussi les données. Okay? Donc, on avait 5 directeurs. Il y avait un issu d'une minorité visible, c'est-à-dire noir. Il y avait 21 cadres, 5 issus de minorités visibles, 12 contremaîtres, où il y avait un autochtone, mais on n'avait pas de contremaîtres noirs. Okay? Il faut donc être attentif pour ne pas tomber dans cette image de le noir exceptionnel.
Je vous donne un exemple. Au Brésil, pendant très, très longtemps, les gens disaient « Voyons donc, on n'est pas raciste. Regarde Pelé, le soccer numéro 1, il est noir. » Vous comprenez? C'est exactement la même idée. On prend une personne, une exception, et on dit « Ah non, il y en a un. Mais regarde là, il y en a 5. Il y en avait un, c'est 20%. Regarde combien de noirs dans l'arrondissement Moyen-Nord. Combien de contre-mètres? Je sais qu'il y a présentement, il y en a. Mais à l'époque, il y en avait 0. OK? Donc, et là, nous avons la page Facebook. Donc, je n'ai pas besoin de vous rentrer dans les détails de cette histoire. Donc, la page Facebook, vous avez dénoncé personnellement. Ça vient dans un contexte qu'on doit aussi comprendre, des MeToo, où tout le monde allait dans les médias sociaux. Et même aujourd'hui, ils vont dans les médias sociaux, ils vont dénoncer. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est comme si on prend justice dans nos propres mains et tu comprends, on veut faire justice. Par contre, j'ai dit aux gens, il faut comprendre pourquoi les gens sont en train d'y aller dans les médias sociaux pour dénoncer. Je vais vous expliquer, c'est simple. C'est parce que dans l'organisation et dans la société, dans ces deux contextes importants dont je parlais, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de procédure pour que je puisse porter plainte et que justice soit faite. Donc, moi, je suis tanné. Moi, je vais aller dans les... et je veux dire ce que je pense. OK? Donc, on a la page Facebook. Et je vais vous dire, si cette page Facebook n'avait pas existé, on ne serait pas ici aujourd'hui. Rapport ne serait pas du tout écrit. C'est cette page Facebook et que je mets toujours, que je ne suis pas d'accord, mais je dois reconnaître que c'est parce que les gens n'avaient pas de moyens pour aller porter plainte qu'ils sont décidés de dire c'est assez et on va le dénoncer. Et ça a été fait. Donc, moi, j'ai trouvé énormément de cas de racisme, okay, et de harcèlement psychologique. Okay? Et la question, c'est que les gens veulent que ça cesse. Okay? Donc, tant l'employeur comme les syndicats ont été critiqués. Et je comprends. Et j'ai constaté autant du côté patronal que du côté syndical des comportements qui vont dire, les gens qui m'ont parlé ont raison. Okay? Donc, je ne peux pas oublier ma collègue. On était en train d'interviewer la directrice des ressources humaines. Ma collègue, elle était tellement découragée. Et moi aussi, parce que je disais, mes étudiants en première année du bac sont plus compétents que la madame. Je suis désolé. Je n'ai jamais entendu tellement de bêtises. Donc, nous deux, on était en disant, bien oui, on comprend, là. Avec une telle façon de voir les choses, c'est impossible. Okay? Donc, les deux. Donc, il y avait urgence d'agir, mais surtout pas de la manière dont ce dossier a été géré jusqu'à maintenant. Donc, en réalité, la gestion de ces dossiers constitue un exemple par la direction des ressources humaines de ce qui ne devrait pas être fait. Okay? Et je vous donne l'exemple. L'entrevue de Mme Ross à TVA. Okay? Donc, et c'est là, hein, vous pouvez regarder sur Internet. C'est pour ça que je suis en train de nommer, parce que c'est public, ça apparaît. Et là, elle va dire, il n'y a pas de discrimination raciale. La fierté de Montréal-Nord, c'est sa diversité. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un employé noir peut être traité différemment? La réponse pour moi, c'est non. Et là, tu dis, hello, dans quel monde vous vivez?
Les gens sont en train de dénoncer. Il y a un problème. Okay? Et là, vous venez faire quoi? Ça s'appelle, dans un langage psychanalytique, un déni. C'est-à-dire, vous niez la réalité et vous vivez dans un monde, tu comprends, de fantaisie. Là. Ce n'est pas... Donc, en faisant ça, elle jette de l'huile sur le feu. Et là, les gens sont encore plus choqués parce qu'elle est en train de dire que ce n'est pas vrai. Donc, quelle serait, je vais vous donner là, comment, si elle était une bonne en termes de gestion, comment elle allait répondre à cette situation-là? Nous sommes profondément consternés. On vient d'apprendre cette nouvelle. On ne peut pas cautionner ce type de comportement. Les gens, on va faire des enquêtes, on va arriver à une conclusion. Et s'il y a des comportements racistes, les gens seront disciplinés et même congédiés de notre organisation. C'est ça la réponse qu'elle a donnée. Ça peut être du blablabla. Finalement, ça n'allait rien faire. Mais minimalement intelligente, la personne devrait répondre comme ça. Et pas, non, il n'y en a pas. Non. Écoute, avez-vous rentré dans la cafétéria? Et là, il y a des avis disciplinaires qui ont été donnés pour les gens qui ont participé à la page Facebook. Et ça, c'est aussi une autre affaire complètement qui dépasse l'entendement, parce que quand vous faites quelque chose qui n'est pas correct, okay, et que vous allez en avoir un avis disciplinaire, est-ce qu'il y a des huissiers qui vont aller chez vous pour faire ou vous allez arriver au travail, vous allez en avoir votre avis disciplinaire égal à vous en avez fait? Normalement, c'est... Voilà. Donc, l'effet d'envoyer des huissiers, c'est plutôt un geste d'intimidation que la gestion fait pour essayer de taper dessus de ces groupes qui ont vu pour que les gens aient peur et arrêtent. C'est ça le point. Okay? Donc, ça ne peut pas être acceptable qu'il y a un manque de ce qu'on appelle une justice procédurale. Donc, dans les procédés de faire, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Les gens sont en train de se faire traiter différemment. On m'en envoie des huissiers pour, à mon avis, intimider les gens. Bon, il y a toute l'histoire de conduire les pick-up avec un trailer. Okay? Bon, cette formation-évaluation, tout le monde, presque tout le monde m'a raconté l'histoire qui l'évaluateur, les contremaîtres allaient dire, lui doit coller. Okay? Vous comprenez que même si tout le monde m'avait dit ça, ce n'était pas une information que moi, je pouvais mettre dans les rapports. Parce que moi, ce serait comme, comment je démontre ça, comment je peux prouver ça. Il suffit que les gens disent non, on n'a jamais dit ça. Okay? Et là, on déconstruit les rapports. Donc, j'ai dû filtrer et regarder une autre manière pour démontrer en disant, si un tel comportement existe, et je ne me doute pas que ça existe, comment les choses, quels sont les résultats? C'est ça la discrimination systémique, je veux regarder qu'il y a un résultat inégal qui va se produire. Okay? Donc, il faut d'abord comprendre que dans différentes fonctions, il y a des gens qui ont conduit un pick-up pendant très, très longtemps, sans accident, sans problème, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un trailer. Okay? Il n'y en a pas. Donc, il a dans un livre, et là je vais vous donner la citation du livre, et vous allez comprendre les problèmes, tels qu'elle s'écrit dans les livres. Il dit, la discrimination indirecte, systémique, se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour une catégorie de personnes. Par exemple, il donne cet exemple-là, faire passer un test de langue lorsqu'un entretien d'embauche
même si aucune connaissance linguistique n'est pas nécessaire dans ces postes. Okay? Donc, la même chose. Enlevez le test d'anglais. Il dit, je vous fais passer un test pour un trailer quand dans votre travail, vous n'avez pas besoin d'avoir. Donc, ça, c'est exactement ce qu'il fallait pour dire, et là, on va en avoir un rapport du contrôleur général de la Ville de Montréal qui va arriver à la conclusion suivante. Parce que ça aussi, je suis en train d'utiliser ce que l'employeur a constaté. Okay? Donc, il va dire, il y a actuellement pratiquement autant de façons de faire qu'il y a d'arrondissements à la Ville de Montréal, ce qui engendre des inéquités à plusieurs niveaux. Effectivement, certains employés peuvent être chauffeurs 162 et conduire des camionnettes sans avoir la formation FARDIer, alors que d'autres ne le peuvent pas. Même si les descriptifs de la fonction chauffeur 162 indiquent que l'employé peut être appelé à conduire avec une remorque, ce ne sont pas toutes les tâches qui nécessitent d'avoir une remorque derrière la camionnette et les besoins diffèrent d'un arrondissement à l'autre quant à la fréquence et l'utilisation des remorques. Je suis désolé. Donc, il y a une inéquité dans cette histoire, des gens qui sont demandés, et ça fait partie d'une discrimination qui est systémique. Pourquoi? Parce qu'on va voir aussi, j'arrive à certains chiffres qui démontrent que c'est plutôt les personnes des minorités visibles qui sont ciblées. Donc, parmi les personnes unanimes qui n'avaient pas besoin, au-delà d'être arbitraire, cette exigence, il y avait aussi toute une question de conflit d'intérêts, une question d'éthique, d'avoir une personne, une compagnie qui a tous ses contrats avec l'arrondissement de Montréal-Nord. Donc, ça donne l'impression de ce que vous m'avez raconté, que la personne dit, là, il faut couler, il faut que vous fassiez ça. Donc, je comprends. Et dans la gestion, moi, jamais je ferais une chose, je serais beaucoup plus transparent. Okay? Et là, il fallait plutôt, et parce qu'il existe, là, à faire appel au service du matériel roulant et des ateliers pour avoir cette formation et que ce soit vraiment une formation, pas un test. Vous devez donner la possibilité des gens d'apprendre. Okay? Et c'est clair, parce que, par exemple, si je suis québécois, depuis que je suis petit, j'ai appris qu'au 1er juillet, on déménage, n'est-ce pas? Donc, je déménage, et comment on déménage? On déménage avec nos chums qui viendront avec un wall, avec un trailer en arrière. Là. On fait ça et on va aider à la fin de la journée du 1er juillet. On va manger de la pizza, c'est le party, c'est correct, et j'ai aidé mes chums. Mais ça fait que moi, j'apprends depuis que je suis très jeune à conduire avec un trailer en arrière. Si je suis immigrant, je ne veux pas avoir la même dynamique. Parce que quand je suis immigrant, avoir un logement, c'est très difficile. Il y a beaucoup de discrimination. Donc, si j'ai un logement, je garde le logement que je veux, je ne veux pas bouger. Parce que je sais que non seulement c'est difficile, mais c'est aussi blessant. Parce que je veux être refusé maintes fois parce que je suis immigrant, parce que je suis différent. Donc, je ne veux pas développer ces compétences comme mes collègues blancs. C'est normal. Donc, il fallait donner une formation pour que les gens puissent vraiment apprendre et après passer un examen. Pas faire semblant là, qu'on est en train de faire les choses. Donc, cette formation, okay, il y a encore un autre point qui est problématique. C'est parce qu'il y a beaucoup de recherches qui démontrent okay, que tous ces rapports sociaux des races ont une influence importante dans les évaluations.
des deux côtés, hein. Autant les Blancs vont évaluer les Noirs négativement, comme si c'est les Noirs qui vont évaluer les Blancs, il va en avoir aussi un biais. Okay? Donc, il faut être capable de comprendre que quand on va évaluer les rendements, il ne faut pas laisser, il faut avoir beaucoup d'attention parce que ces évaluations sont biaisées. Okay? Donc, il y en a assez de recherches qui ont démontré ça. Donc, nous avons aussi pu constater, il regarde là, c'est les statistiques de l'affaire, donc, qui dans les postes qu'on porte dans la conduite d'un appareil ou d'un pick-up, nous avons 24% d'écoles bleues issues d'une minorité visible contre 76 qui ne sont pas des minorités visibles. Donc, concrètement, au bout de l'histoire, nous avons un quart des minorités visibles pour 3/4 qui sont non minorités visibles. C'est-à-dire qu'on constate qu'il n'y a pas la même proportion que nous avons ni dans la ville de Montréal-Nord, ni à l'intérieur d'écoles bleues. Donc, il y a là un problème. Et dans cette histoire encore dans... Il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension qui est très importante là-dedans. C'est que les travailleurs noirs sont en train, avec l'ancienneté, de monter. Okay? Et vous arrivez à un moment où vous pouvez conduire et vous êtes chef d'équipe. Et comment ça se produit, les chefs d'équipe? Vous pouvez me dire si je me trompe. C'est que vous allez conduire les pick-up. Okay? Et quand on conduit les pick-up, on ne veut pas nécessairement... On peut descendre pour aider les collègues, mais si on veut rester dans la voiture, on peut rester dans la voiture. C'est-à-dire que être chef d'équipe, conduire les pick-up, c'est moins lourd physiquement pour les personnes. Donc, si on pense à cette séparation, que les Noirs vont être dans les emplois qui sont plus physiquement exigeants, quand ils sont dans un poste qui est moins physiquement exigeant, il est hors sa place. Et là, il va falloir essayer de ne pas laisser ça arriver. Donc, j'ai vu énormément de gaspillage des compétences. J'ai rencontré des cols bleus, noirs, qui avaient des diplômes de 12e cycle en gestion. Comment ça se fait qu'au lieu de... Pourquoi qu'on n'a pas pris ces personnes, ils n'ont pris comme contre-maître? Pourquoi qu'on ne les met pas dans la direction comme gestionnaire? Ils ont beaucoup plus des compétences formelles et les compétences qu'ils ont pour faire le travail. Donc, ils ont les deux compétences les plus importantes et qui sont là. J'ai vu des personnes immigrantes qui avaient des diplômes d'agronomes dans son pays d'origine et qui ne travaillaient pas dans l'horticulture. Vous comprenez, c'est comme un gaspillage énorme des compétences. Parce que la personne est beaucoup plus compétente. Ils peuvent en avoir plein d'idées, plein de choses. Mais il y a là-dedans beaucoup de questions et il y a aussi beaucoup de harcèlements psychologiques qui vont se produire. Fait que la personne va dire, moi, je ne veux pas travailler dans cet endroit parce qu'il y a trop de méchanceté. Donc, beaucoup de gaspillage. Et il y a aussi, bien sûr, du racisme direct. Donc, je rencontre une personne, une madame, qui va être traitée de sale par une collègue blanche. Okay? Donc, c'est arrivé. J'ai rencontré la madame. Je n'ai pas de doute dans mon esprit que c'est arrivé. La personne était bouleversée. Il y avait des témoins. La personne a témoigné. Et je rencontre des gens qui ont dit « Ah, ça n'est jamais arrivé. » Non, 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 non. Je connais la personne. Elle n'aurait jamais dit ça. C'est l'accident, vous comprenez? Non, ça jamais, ça ne se produit pas. Là. Okay? Mais
quand j'entends... C'est une des rares fois dans ma vie, en tant que chercheur, que j'ai perdu patience. Carrément, j'ai perdu patience. Parce que c'est comment j'ai vu la personne, j'ai parlé, j'ai vu la personne témoin parler. Donc, il n'y a pas de doute là. Okay? C'est vous qui êtes en train de brouiller les... pour... Donc, il y a encore des agressions directes. C'est-à-dire, cette division que j'ai faite dans les temps, elle existe tous mélangés encore. Il y a l'agression directe, il y a les systémiques, il y a des choses qui vont se produire d'une manière plus ou moins visible. Donc, c'est dans les mots, par exemple, quand les gens vont dire certaines cols bleus, blancs, dans leur discours, vont me parler je ne suis pas raciste, mais... Et dans cette construction, c'est terrible, parce que je ne suis pas raciste, mais après ça vient tous les stéréotypes et la discrimination qui vient. Donc, j'ai des amis noirs. Oui, je peux avoir des amis noirs, là. Ça ne fait pas de moi une personne non raciste. Okay? Ça peut être juste comme les Pelé, les soccer, là. L'exception. Okay? Donc, mais les problèmes, je ne suis pas en train de parler de partout. Je suis en train de parler des cols bleus. Il y a un problème ici, dans cette organisation, dont vous êtes les présidents d'un syndicat. Vous en avez un certain pouvoir pour intervenir et changer les choses. Et l'employeur doit aussi changer les choses. S'il y a Hydro-Québec, c'est horrible. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est qui les gens à Hydro-Québec doivent s'immobiliser, doivent, pas dire faire une page Facebook, mais ils doivent se mettre ensemble, discuter et faire pression pour changer la situation. Donc, c'est là la question. Ce n'est pas parce que ça existe partout que moi, je ferme les yeux, qui existe ici dans mon organisation, où j'ai les pouvoirs d'intervention. OK? Donc, un autre genre de manière de parler, et c'est difficile parce qu'on utilise les mots pour raisonner. Okay? Donc, la façon dont on parle, c'est très important. Okay? C'est tous les gens qui disent ces gens-là, eux autres. Okay? Ça fait partie de cette manifestation de ces deux groupes qui sont séparés là. Nous, eux. Eux autres. Ces gens-là. Ces gens-là parlent comme ça. Ces gens-là font comme ça. Bon, il y a là une grande partie qui, à mon avis, c'est du racisme. Okay? Donc, il y a aussi les petits apartheid dans la cafétéria. Okay? Donc, ça, c'est une affaire qui est inacceptable. J'ai posé la question à tous les gens des ressources humaines. Okay? Avez-vous déjà rentré dans la cafétéria? Parce que si vous avez rentré, comment vous n'avez pas été choqué de voir qu'il y a une séparation? Il y a une table pour les Noirs, une table pour les Blancs. Ce n'est pas acceptable. Ça, c'est de l'apartheid. Non, écoute, ce n'est pas la salle de bain pour Noirs, salle de bain pour les Blancs aux États-Unis, mais c'est la table. Okay? Donc, et là, ils vont dire, mais c'est parce qu'il veut s'asseoir avec eux autres. Parce qu'eux veulent parler créole. Parce qu'eux veulent... Écoute, plusieurs personnes m'ont dit, mais moi, je me suis assis dans cette table, je me suis fait... Écoute, et des deux côtés, hein, les Noirs et les Blancs. Donc, les deux groupes sont... Je peux comprendre, OK? Je peux comprendre. Il vaut mieux pour ne pas avoir des commentaires de discrimination. Les gens vont me frapper tout le temps, donc ça ne me tente pas là, de voir. Là. Donc, comment se fait-il qu'il y ait des personnes, des cadres, des gestionnaires, ou encore un seul individu dans le service des ressources humaines n'ont pas constaté cette réalité et qui n'ont pas fait quelque chose pour intervenir. Parce que si je regarde et je vois que cette réalité existe,
Ben, écoute, moi, je dis, ben, peut-être qu'on va faire une semaine multiculturelle, on va parler de semaine de la diversité. Je vais faire plein d'interventions. Je peux penser un million de manières de faire pour que les gens puissent connaître et puissent avoir une plus grande échange entre eux. Okay? Donc, finalement, je vais vous parler du favoritisme raciste. Parce que tout le monde, les syndicats, les employeurs, même l'école bleue, ils vont me dire, ah, mais écoute, ce n'est pas du tout du racisme, c'est du favoritisme ici. Okay? C'est favoritisme pour me convaincre que ce n'est pas du racisme. Donc, dans le favoritisme, les personnes sont traitées sans équité, ce qui aura comme conséquence éclater la coopération. Donc, les gens ne vont plus avoir une cohésion dans les groupes. Okay? Donc, la recherche sur la théorie va démontrer que les individus vont manifester du favoritisme envers les membres de leur groupe d'appartenance. Donc, nous, eux. Donc, chacun. Par exemple, je vous donne un exemple de nous, la famille. Donc, là, je vais embaucher juste les membres de ma famille. Ça s'appelle le népotisme. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Okay? Sauf si c'est juste votre entreprise familiale qui vous fait ça avec tout le monde. Mais quand même, je veux vous dire, il y a beaucoup de chicanes. Mais si vous êtes dans une organisation publique et que vous allez embaucher vos membres de votre famille, ce n'est pas acceptable. C'est du népotisme, c'est interdit. Donc, la même chose ici, si je suis en train de donner dans un groupe blanc, je veux favoriser les gens blancs au détriment des personnes noires, c'est du racisme. Je suis désolé de vous dire ça. Et vous voulez où que les choses vont, d'une certaine manière, se produire, parce que ça rentre dans une logique, pas de droit, mais une logique de faveur. Moi, je veux te faire une faveur. T'es mon chum, là, et là. Donc, je te donne des privilèges. Donc, les favoritismes, les racismes, les sexismes, l'agisme, ils vont, dépendamment du groupe qui on fait partie, OK? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez les dispatchs les matins et que les contremaîtres blancs fait dire, ben, mais j'ai mes chums, là, je l'aime bien, là, et je vais lui donner les dernières pick-up qui arrivent ici, là, qui est bon, qui est nouveau, qui a de l'air climatisé, que la suspension est bonne, OK? Donc ça, je suis en train de faire ça parce que c'est mon chum. Ah, mais pour les gens, pour les Noirs, là, je vais donner les vieux, c'est tant mieux, là. C'est déjà très bien pour eux, là. C'est vrai. Il ne fallait même pas diriger. Ils ne sont même pas bons pour conduire la voiture, les pick-up, là. OK? Donc, la distribution, il y a là-dedans un racisme systémique parce que les personnes noires vont être dans un univers, OK, où les immigrants aussi, là, tu dépends, tu ne fais pas partie du groupe du chum, là, tu vas être exclu et tu vas en avoir une journée de travail plus chaude, avec plus de mal de dos. Il y a des conséquences négatives qui vont se reproduire. Donc, dans cette distribution des tâches, même si tout est bien prévu dans la convention collective, tu vois, il y a des brèches où les choses vont rentrer et que les gens vont... Les racismes vont se manifester. Donc, dans ces favoritismes racistes, au Brésil, nous avons un dicton populaire, okay, qui dit les suivantes. Pour mes amis, tout. Pour mes ennemis, la loi. Pour mes amis, moi, je vais donner la convention collective. Pour mes amis, quand ils viennent me demander s'ils sont capables d'avoir un congé, ah, pas de problème, là, on va te faire voir ça, on va faire ça. Mais si un ami
un autre qui ne fait pas partie de mon groupe va me demander « Ah non, non, tu es hors de toutes les dates, les horaires, et tu n'es pas capable d'avoir ton congé. Okay? » Oui, il a utilisé la convention collective, il a appliqué les lois. Okay? Donc, c'est exactement cette question du favoritisme qui fonctionne avec cette logique de la faveur. Bon, je vais finir avec les harcèlements psychologiques et là, après, on peut jaser. Okay? Pourquoi que je parle des harcèlements psychologiques? Parce qu'il y a beaucoup de cas. Il y avait des cas même où la personne vivait du harcèlement et qui, moi, j'ai dû, après l'entrevue, dire « Est-ce que vous comprenez que vous vivez ça? » La personne, elle n'était même pas capable de mettre les mots dans son bobo. Okay? Donc, regarde une définition. Harcèlement consiste en des tentatives répétées et persistantes d'une personne afin de tourmenter, briser la résistance, frustrer ou obtenir une réaction d'une autre. C'est un traitement qui, avec persistance, provoque, met de la pression, effraie, intimide ou incommode une autre personne. C'est du harcèlement psychologique. Moi, je vais vous dire une autre définition. Marie-France Irigoyen, 1998, dans un livre, Le harcèlement moral. C'est extrêmement intéressant à lire. Un livre très important. Le harcèlement moral, psychologique, c'est la même chose. Dans l'entreprise, c'est toute conduite abusive qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité, à l'intégrité physique ou psychique d'une personne et qui met en péril l'emploi de celle-ci et qui dégrade le climat de travail. Au Québec, il y a une loi. C'est la loi des normes du travail. C'est interdit d'avoir du harcèlement. Okay? Donc, tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Écoute, en 2004, j'avais fait une enquête sur le harcèlement psychologique parmi tous les cols bleus de la ville de Montréal. Comment ça se fait qu'en 2021, je rencontre encore des gens qui sont en train de vivre exactement les mêmes problèmes malgré la loi? Et je vais vous dire, la loi au Québec, elle va dire l'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance pour la faire cesser. Donc, c'est la loi. C'est la loi des normes du travail, c'est la loi minimale. Les jeunes ne peuvent pas être et vivre le harcèlement en silence. Vous devez porter plainte. Comme vous êtes syndiqué, la loi va dire vous devez porter un grief. Et je vais vous dire, si les syndicats ne veulent pas porter un grief, je suis désolé, vous pouvez aller directement aux normes du travail, déposer votre plainte et déposer une plainte pour non-représentation syndicale. Et je vous invite à faire, parce que ce n'est pas acceptable. 2024, au Québec, après 20 ans de la loi, je suis désolé, ce n'est pas possible d'accepter qu'il y ait encore des gens et qu'il n'y a rien qui se fasse. Okay? En 2019, la loi elle a été changée, elle a été modifiée et elle a inclus aussi dans sa définition tous les types qui sont dans l'article 10 de la Charte des droits de la liberté de la personne, c'est-à-dire la race, la couleur, les sexes, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf si c'est interdit par la loi. Donc, un enfant de 10 ans ne peut pas travailler, donc ce n'est pas une discrimination. Donc, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique au national, la condition sociale et un handicap, tout ça rentre dans la loi du harcèlement psychologique. Parce que, parfois, dans plusieurs des rencontres, je voyais qu'il y en avait des gestes d'humiliation, d'ostracisme, qui sont des gestes de harcèlement psychologique. Des gens qui vont changer de poste parce qu'ils étaient plus capables de vivre
des maltraitances, les gens qui harcelaient. Okay? Et l'inaction des gestionnaires qui ne font rien. Et je suis désolé, c'est leur job de le faire. Okay? Donc, parfois, ils vivaient même un climat de terreur. Donc, ils avaient peur. Il y avait des gens qui venaient me voir en dehors des horaires de travail parce qu'ils disaient je ne veux pas qu'ils sachent que je suis en train de parler avec eux. Si je sors, c'est comme le syndicat m'a dit que je peux sortir pendant le temps pour y aller, mais ils vont savoir que je ne veux pas. Je suis allé dans des horaires autres pour rencontrer parce qu'il y avait ce genre de climat de terreur. Il y a des climats de terreur là-dedans. Il y a des endroits dans l'École bleue où il y a une petite gang qui mène une grande terreur où les gens vont dire « ben non, je ne veux pas parce que si je ne fais pas partie de la gang de ces personnes-là. » Donc, parfois, les harcèlements, ils peuvent être intrinsèquement associés au racisme. C'est très difficile de démêler. Pourquoi? Parce que si je suis, par exemple, j'ai fait un geste de racisme direct envers vous, ces gestes-là, vous pouvez aller aux commissions de droits de la personne, vous pouvez aller dans le nombre du travail, vous pouvez démontrer ça. Même la commission de droits de la personne, le lendemain de la sortie du rapport, ils ont dit « Ah, ça, c'est pas acceptable, c'est contre la Charte des droits de la personne. » Oui, mais ça existe, là. Okay? Donc, il y avait ces questions-là. Et parce que je ne peux pas te harceler directement parce que vous êtes immigrant noir, et je l'ai vu de toutes ces couleurs, je vais vous harceler psychologiquement. Je fais votre vie devenir l'enfer pour me débarrasser de vous. Parce que démontrer le harcèlement, il est plus difficile qu'un geste direct de racisme. Et je dis, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et il y a des manières d'agir, des manières de le faire. Okay? Donc, parfois, les individus ne se rendaient même pas compte qu'ils vivaient du harcèlement. Ou encore, ils ne savaient pas quelle procédure, où je dois aller pour porter plainte. Okay? Dans la ville. Donc là, aujourd'hui, semble-t-il que la ville a finalement, après 21, 23, ça peut presque 3 ans, pour créer un guichet unique où les gens peuvent y aller directement porter plainte pour tout ça. Bon, c'est déjà mieux, au moins, mais il faut que chaque personne connaisse quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire pour porter plainte? Okay? Si les personnes ne connaissent pas les procédures, c'est pas bon. L'organisation ne fait pas ce qu'elle devrait faire pour prévenir le harcèlement. Okay? Donc, ces histoires bouleversantes indiquent clairement que les mécanismes de prévention du harcèlement psychologique sont loin d'être efficaces. Les interventions dans les cas de harcèlement psychologique ne le sont pas davantage non plus. Et les processus utilisés pour porter plainte et les enquêtes qui suivent une plainte devaient être très, très bien connus de tous ces employés, pas juste d'école bleue, mais j'ai dit aussi d'école blanc, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir pour dire. Donc, c'est les rôles de l'employeur et du syndicat. Les deux sont responsables dans cette procédure. Okay? Si vous êtes non syndiqué, vous devez aller directement dans le norme du travail. Si vous êtes syndiqué, ça passe par un grief. Okay? Et en terminant, donc là, après, on peut jaser un peu, je vais vous donner 2 citations des philosophes que j'aime beaucoup. Donc, en français, il s'appelle Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Il va nous dire, tout de suite après la guerre, il écrit ces textes. Il dit, « Le mal n'est pas créé par nous ou par l'autre. Il naît dans les tissus que nous avons filés entre nous et qui nous étouffent. » Donc, il nous faut donc avoir la force, la ténacité de déchirer ces tissus racistes. Car si le racisme s'apprend, il peut aussi se désapprendre.
pour déchirer ce tissu raciste, il ne suffit pas d'être non raciste, nous devons être antiracistes. C'est ce que je voulais vous dire.